pas si en 2 minutes je peux soulever 3 points. Je vais essayer. En tout cas, Clément me ramènera à l'ordre. D'abord, j'aimerais soulever un point, M. Mercier. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Vous avez mentionné tantôt que notre société était probablement, ou quelque chose comme ça, la plus virulente en ce qui concerne la religion. J'ose croire que vous réalisez à quel point c'était exagéré comme propos. Il y a actuellement des sociétés qui sont tellement virulentes envers la religion que les membres de ces sociétés-là assassinent des gens qui ne sont pas dans leur religion et assassinent même leurs co-religionnaires. Entre autres parce que des femmes ne portent pas le voile. Alors, vraiment, oui, je trouvais votre propos exagéré. Oui, pouvez-vous me permettre de corriger? Oui, bien sûr. Vous me permettez-vous de dire les 2 autres points? Oui, d'accord. Oui. J'aimerais aussi qu'on m'explique une chose concernant la charte que je ne comprends pas bien. On dit que la charte s'appliquerait aux employés de l'État, mais non aux élus. Est-ce qu'il y a plus que les élus qui doivent être serviteurs de l'État et des citoyens? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux élus. Et j'ai ma petite idée, mais je ne la développerai pas. Dernier point. Et dernier point, j'aimerais dire qu'une des personnes que j'estime le plus au monde est une dame musulmane qui porte le voile. C'est une des personnes que j'admire et que j'affectionne le plus. Et vous me la rappelez, madame, par votre ouverture d'esprit. Ceci étant dit, je ne suis pas d'accord avec le fait que des signes religieux soient portés dans la fonction publique, et je ne crois pas que ça atteigne la liberté de religion. Personnellement, si j'ai affaire à un fonctionnaire qui a un signe religieux, ça ne me dérange pas du tout, tant que la personne fait bien son boulot. Mais je suis conscient que beaucoup de gens dans notre société en sont dérangés, et ne serait-ce que pour ça, je crois que ça fait partie de la paix sociale de refuser les signes ostentatoires dans la fonction publique. Mais ceci étant dit, je vous répète, j'apprécie beaucoup votre ouverture d'esprit. Le malentendu vient du fait que vous avez, je pense, mal interprété mes propos. Ce que j'ai dit, c'est que parfois, des religions peuvent être virulentes. Et on en a des exemples abondamment dans le monde. Mais que je me méfie davantage des religions qui ne disent pas leur nom, qui se présentent comme des anti-religions, et qui le sont ici. Et c'est ça que je trouve malhonnête et hypocrite et que j'ai dénoncé. Peut-être que je me suis mal exprimé. C'était en d'autres mots, vous l'avez dit, qui était beaucoup plus direct. Mais enfin, j'accepte votre réponse. D'accord. Est-ce que d'autres répliques de la dame? Oui. Simon Pierre. Oui, moi, je voudrais rappeler que religion, ça vient de religere. Ça veut dire être lié. La religion, automatiquement, obligatoirement, elle prend des signes, des rites de croyance. C'est-à-dire, le fait de négliger un signe religieux, quand on n'est pas croyant, ça va de soi. Mais il y a des croyants pour qui un signe religieux, ça fait vraiment partie de l'identité religieuse. Et donc, si l'État accepte que les gens vivent leur religion, allez jusqu'à dire, vivez votre religion, mais ne mettez pas des signes à tel endroit, ça peut, on peut comprendre que d'autres se sentent vraiment brimés dans leur voie. Oui, je vais peut-être réagir à ce qui vient d'être dit concernant les symboles. Moi, je vous dis très sincèrement, avec une grande naïveté, pour moi, la croyance ou l'incroyance, ça s'exprime, ça se traduit essentiellement par des actes, par une façon d'être, une façon de faire. Et je ne comprends pas cet attachement et cet entêtement, par moment, à vouloir une si grande apparence dans l'espace public lorsqu'on est représentant de l'État. Je ne comprends pas. Pour moi, une croyance ou une non-croyance, c'est dans le cœur, c'est dans les faits, c'est dans nos actions quotidiennes. Pourquoi tant de flafla? Pourquoi tant de crispation? Pourquoi tant d'ostentation dans la pratique
pratique religieuse. Pourquoi? Je m'interroge. Et je dis ceci, que les sociétés occidentales, de façon générale, elles acceptent la liberté de religion d'une façon très ouverte, à condition aussi que cette liberté de religion soit modérée, qu'elle s'exprime avec modération. Et je pense que ceux qui ne comprennent pas ce pacte social, eh bien, auront de la difficulté à s'intégrer dans la société et à s'émanciper dans la société. Alors maintenant, peut-être qu'ils vont vivre en dehors ou en marge de la société, et je trouve ça extrêmement dommage pour l'ensemble de la société. Concernant les élus et les représentants de l'État, pourquoi l'obligation n'est pas faite aux élus de ne pas porter de symboles religieux ostentatoires? Et là je dis bien ostentatoire parce que je vais expliquer tout à l'heure le sens du mot ostentatoire que monsieur a soulevé. C'est parce que les représentants de l'État représentent l'État. Or, les élus ne représentent pas l'État. Les élus représentent le peuple. Ce sont des représentants du peuple, ce sont des commettants du peuple. Donc, par conséquent, ils n'ont pas les mêmes exigences, ils ne sont pas tenus par la même neutralité. Les élus, nous les élisons. Et les symboles ostentatoires, ils les portent. Alors, c'est à nous de les élire ou de ne pas les élire. C'est ça la prérogative dans un pays démocratique. C'est ainsi que la démocratie a été conçue. Et d'ailleurs, je ne connais pas d'exemple de pays qui a interdit à ses élus le port de signes religieux ostentatoires, ça n'existe pas. Donc la neutralité, elle s'applique essentiellement aux institutions de l'État. D'ailleurs, la modernité, elle est née de cette dichotomie entre l'espace privé et entre l'espace public. Et l'espace public, nous l'avons voulu neutre. Et au Québec, en particulier. Oui. Ostentatoire, c'est apparent. Apparent avec une volonté de prosélytisme. Donc, il y a là non seulement un symbole, mais aussi un symbole chargé d'une mission, c'est-à-dire de convertir l'autre, c'est-à-dire de s'afficher dans l'espace public autant que tel. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute symbole ostentatoire, ça dit bien ce que ça dit. C'est parce que il veut marquer, de par sa présence, l'espace public. Merci. André. Oui. Mon nom est André Provost. J'ai remarqué, c'est-à-dire que j'ai bien aimé l'expression le gros bon sens. Mais je trouve que dans ça, il y en a un petit peu moins. Dans ces discours-là, il y en a un petit peu moins. Les gens sont assez, je dirais, obsédés par les idées. Moi, j'ai lu un peu l'avant-projet de loi que le Parti québécois propose, et c'est marqué « Assurer les valeurs québécoises ». Ça, c'est le premier titre. Je peux rester assis. Je trouve que la laïcité, c'est une des valeurs québécoises, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il faut souligner aussi. La laïcité de l'État, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai écrit un petit texte avant d'arriver ici, là. Il ne durera pas plus que 2 minutes, j'espère. Ben, 1 minute. 1 minute? Oui, ben, tu as déjà parlé. Les valeurs historiques québécoises ont été transmises par les religions. Depuis des siècles, les religions ont imposé leurs valeurs comme des dogmes invariables. Et les signes et symboles sont l'expression de ces valeurs. Depuis un certain temps, les religions ont perdu beaucoup de leur influence et nous avons gardé la signification de ces symboles comme l'expression de la religion. Le gouvernement, pour garder la neutralité, propose de réglementer l'expression de ces signes et symboles. La signification des symboles n'est pas nécessairement religieuse. Avant d'édicter des règles précises, le gouvernement devrait définir les symboles comme dans la rédaction d'une loi. Au début, la signification des termes utilisés sont définis très clairement. Je donne un exemple. Pour moi, le foulard, c'est un vêtement. Imaginez Marilyn Monroe, avec ses cheveux blonds, un beau maquillage et un rouge à lèvres éclatant qui porte un foulard. Voulez-vous considérer que c'est l'expression de sa religion? Mais non, moi je ne pense pas. Par contre, si le foulard voile le visage, c'est pas acceptable au point de vue du gouvernement. André, ça s'adresse à qui? C'est un commentaire que je fais Oui, mais
terminé. OK. En plus aussi, la croix, c'est pas nécessairement un symbole religieux. On peut considérer la croix de Bayer sur l'aspirine. C'est pas un symbole religieux. La croix rouge aussi, un organisme de non lucratif, c'est pas un symbole religieux. Mais aussi, je vais expliquer le symbole de la croix. Imaginez une planche verticale qui est blanche. C'est le symbole de la conscience. Par analogie, un individu qui est debout, il est conscient. S'il est couché, il dort ou il est au repos. À cette heure, vous mettez une traverse en haut, blanche, ça symbolise une gradation. Ça symbolise un état supérieur. Le blanc symbolise la sûreté et le vertical symbolise la conscience. Ça symbolise juste la croix blanche avec une traverse en haut, ça symbolise l'expression de la haute conscience. Okay, Et aussi de l'individu. C'est content. Oui. J'ai fait. Merci. Merci, oui, moi, je crois que monsieur l'a touché un aspect important parce que là, madame Demila revient sur la rationalisation, j'ai encore dit ça, mais il y a une différence entre symbole et signe sur le plan de la rationalité. Le symbole n'est pas nécessairement un signe et un signe n'est pas nécessairement un symbole. Ça, c'est le premier élément, on ne va pas rentrer là-dedans. Deuxième élément, et je trouve que c'est important qu'on le dise, dire l'État, 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 mais l'État c'est qui? L'État c'est pas le gouvernement seulement. Le gouvernement est gestionnaire de l'État, mais l'État appartient au peuple. Et ça, ce sont des notions politiques qu'il faut quand même consolider. J'ai l'impression que pour le Parti québécois, l'État c'est lui. Non, l'État c'est le peuple. Vous gérez. Aujourd'hui, demain, ça va être un autre, donc il faut aussi nuancer ça. Et enfin, je veux souligner l'élément de l'Assemblée nationale. L'espace public par excellence, je ne vois pas pourquoi on va exclure l'Assemblée nationale là-dedans. Parce que c'est quand même un espace public par excellence. Et donc, des signes ostentatoires, on dit, qui les définit? Je dis, pourquoi on interdit une croix de 5 pouces et pas celle de 2 pouces? Jean-Guy. Oui, monsieur l'intervenant précédent à la plaque disait la croix Bayer, la croix rouge, etc. Et moi, quand il disait ça, je pensais tout à coup qu'on aurait à un moment donné un parti politique qui arrive au gouvernement, comme dit monsieur, les partis politiques passent au gouvernement et qui décident que la croix Bayer et la croix rouge, que c'est des signes qui ne sont pas acceptables. Jusqu'où on permet au gouvernement d'aller finalement. Alors, c'est cet arbitraire d'un gouvernement qui veut entrer beaucoup trop dans la vie des citoyens, dans une foule de domaines. Dans ce domaine-là, on touche la spiritualité, c'est encore plus dangereux, plus grave, il faut faire très attention, je pense. Sabrina, ensuite, ça sera la question de Jean-Marc Corrette, et ensuite, donner la parole au caméraman qui a demandé. Je vais venir à la caméra. Madame je m'excuse, je n'ai pas saisi votre nom tout à l'heure. Vous avez parlé que la religion était présentée comme un dogme invariable. Justement, on en discutait durant la pause avec M. Yanano. La religion, on la présente souvent comme quelque chose d'invariable, mais pourtant la religion évolue au travers des âges. Il n'y a pas si longtemps, on parle beaucoup du voile, on parle beaucoup du foulard. La religion catholique demandait aux femmes d'avoir un foulard pour se présenter à l'église et que les cheveux soient à l'intérieur, qu'on les voit pas. On lui demandait aussi d'avoir les cheveux longs pour voiler le visage et on demandait aux hommes, au contraire, de garder les cheveux courts pour présenter le visage de Dieu parce que c'était une représentation de Dieu qui est l'homme. Et le curé de porter la soutane, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent à travers les âges, puis c'est un peu dans ce sens-là que le débat est lancé. Je crois que la charte, en étant aussi floue puis aussi directement visée sur les signes ostentatoires, entre autres le port des foulards, des choses comme ça, on ne permet pas aux religions d'évoluer nécessairement, puis on vient créer justement un précédent qui peut mener à l'arrêt de cette chose, de cette
veulent s'exprimer, le plus. Madame Menabille va demander la parole, mais c'est 2 minutes. Hein. Oui. Oh. J'aimerais rebondir sur la remarque qui a été faite, à savoir, bon, bah, la charte elle est floue, elle va pas très loin, elle est incohérente, il y a des contradictions. J'entends toutes ces remarques, j'entends tous ces commentaires. Mais chers amis, n'oubliez pas que d'abord, la laïcité, de façon générale, est un processus historique. C'est-à-dire, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas très bien quand ça finit. Parce qu'on fait face à de nouveaux défis, on le voit d'ailleurs très bien aujourd'hui au Québec, dont on ne faisait pas face il y a peut-être 50 ans, il y a peut-être 20 ans. Donc, nous sommes confrontés à des problématiques nouvelles et par conséquent, nous devons réfléchir ensemble, collectivement, à des aménagements responsables. N'oublions pas qu'en Norvège, par exemple, il y avait une église d'État jusqu'à l'année dernière. N'oublions pas qu'en Suède, il y avait une église d'État jusqu'en 2000. Gardons en mémoire qu'en Angleterre, il y a une église d'État, que le représentant de l'État est aussi le représentant de l'église. N'oublions pas que le processus historique de laïcisation en France, il a pris pratiquement 2 siècles et ce n'est pas encore fini. Donc tout ça pour vous dire que nos questionnements sont totalement légitimes et ils s'ancrent dans une réflexion qui transcende le Québec. Toutes les sociétés occidentales aujourd'hui se posent exactement les mêmes questions, les mêmes réflexions. J'attirais votre attention sur le cas de la Norvège parce qu'il me paraît important, il me paraît aussi intéressant. Voilà une société des plus riches du monde, des plus équitables du monde, qui a fait une place aux femmes comme rare qu'ont fait des pays, et pourtant qui se questionne sur un certain nombre de balises et qui n'échappe pas, elle aussi, à la montée du mouvement d'extrême droite, à un mouvement raciste, à un mouvement xénophobe. La droite a repris le pouvoir en début du mois de septembre parce qu'il y avait des élections législatives. La gauche donc a fait 2 mandats et aujourd'hui il y a un gouvernement donc, de droite avec une volonté aussi de s'associer à l'extrême droite. Donc si je vous dis ceci, c'est pour attirer votre attention sur des processus qui sont politiques, qui sont historiques, qui sont lents. Les peuples mettent du temps à mettre en place des balises, à faire des aménagements. Et il faut inscrire ça dans un questionnement global et général. Et là, j'ai pété le chronomètre. Oui, Jean-Marc Corel. Heureusement qu'il y en a qui ont fait une historique, on va le faire. C'est intéressant. La chose que... On parlait d'amalgame, OK? Je m'adresse à tout le monde, finalement, malgré que vous avez parlé d'amalgame. Alors, le problème que je trouve, c'est qu'effectivement, on peut faire des amalgames avec soit qu'on soit contre la charte, ou soit qu'on soit pour la charte. Et là, à ce moment-là, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a rien qui est satisfaisant ni d'un côté ni de l'autre. Fait que moi, je suis comme entre les deux, mais parce que je trouve que ça manque de cohérence, on va nous dire peut-être que oui, il n'y a pas assez de... Oui, effectivement, c'est pas assez élaboré, tout ça. Mais je trouve que, premièrement, ça aurait dû être une charte de la laïcité, non pas des valeurs, parce que les valeurs, n'importe quel peuple peut avoir ces valeurs, puis il y a beaucoup de valeurs qui sont universelles. Alors, en tout cas, charte de la laïcité, tout en disant que la laïcité, et je dirais dans le sens de Jean-François, c'est